la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, il y a près de 100 ans, en 1932, ici même au Sénat, le ministre des Finances, Joseph Caillaux, illustre Sarthois, prononçait un discours passé sous les radars quelques années après la crise économique de 1929. Face à la situation historique que nous traversons, j'aimerais vous en lire quelques lignes. En ce mois d'avril 1932, m'adressant non pas seulement à mes contemporains, mais à la postérité, plus ou moins éloignée, je veux situer quelques considérations sur les problèmes économiques et politiques. Une crise presque sans précédent s'est abattue sur le monde. Je l'avais prévu et prédit l'avènement dès le mois d'août 1924. L'avènement de la tourmente fut retardé par les inflations monétaires que les gouvernements distribuèrent à l'envi. À ceux qui nous succéderont, peut-être les choses sembleront-elles plus simples, peut-être riront-ils de nos alarmes, peut-être des moyens plus efficaces de remédier aux maux dont souffre l'humanité auraient-ils été découverts. Que pouvons-nous répondre aujourd'hui à Joseph Caillaux? Qu'avons-nous appris de son discours? Rions-nous aujourd'hui de ces alarmes? Ces questions, mes chers collègues, je vous les pose. Car malgré les avertissements du passé, nous semblons condamnés à répéter les mêmes erreurs. L'histoire, au lieu de nous éclairer, semble servir qu'à nous aveugler. Regardons la réalité en face. Notre dette atteint un niveau sans égal, 3 400 milliards d'euros. Jamais, au grand jamais, dans notre histoire, nous n'avons connu un tel record. Mais ce chiffre n'est pas tombé du ciel. Hier comme aujourd'hui, les procédés sont les mêmes. Depuis 2017, sous la présidence d'Emmanuel Macron, notre dette a augmenté de plus de 1 000 milliards d'euros. Et sur cette somme vertigineuse, la Cour des comptes l'a elle-même rappelé, seuls 150 milliards relèvent de la crise sanitaire. Tout le reste, 850 milliards, excusez du peu, n'est que la conséquence de choix politiques, d'une même obstination, d'une même volonté, d'une gabegie, certes. Et pendant ce temps, l'inflation, en allégeant le poids de la dette, sert une fois encore à retarder une crise économique qui pointe le bout de son nez sur le dos des Français dont le pouvoir d'achat se réduit chaque jour un peu plus. Mais cette fuite en avant a un coût indirect. À chaque emprunt supplémentaire, nous scellons notre souveraineté et notre destin dans les mains de nos créanciers. Et un coût direct. Cette année, 65 milliards d'euros ont été versés aux seuls intérêts de la dette. 65 milliards, plus que le budget de l'enseignement supérieur. Un chiffre qui devrait faire frémir tous ceux attachés à l'avenir de notre pays. Mais ce n'est pas tout. Les projections pour 2026 annoncent encore 10 milliards d'euros supplémentaires. À ce rythme, ce n'est plus la question du « si » qui se pose, mais bien celle du « quand ». La prochaine crise nous obligera à ouvrir les yeux. Et pourtant, le gouvernement persiste dans une spirale qui nous mène droit au mur. L'an prochain, 310 milliards d'euros de dettes seront levés, un nouveau record, dont 175 milliards destinés uniquement à rembourser les emprunts passés. Nous continuons de rouler notre dette, comme un hamster tournant rond dans sa cage. Mais vers quel horizon? Soyons clairs, cette stratégie n'a toujours servi qu'un seul objectif: repousser les conséquences de choix politiques à plus tard et au prix fort, un prix que paieront les générations futures. Car oui, s'endetter a un coût. S'endetter alimente la concentration des richesses et du pouvoir économique dans les mains d'une minorité au détriment de la majorité. Depuis 2017, les actionnaires ont vu leurs dividendes bondir de plus de 114 %, quand le SMIC, lui, n'a progressé que de 19 %. Mais c'est peut-être ça la démocratie sous le macronisme, la solidarité entre les riches. Et si encore cette politique produisait des résultats, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette année, un taux de chômage à 7,6 %, 0,7 % de croissance, 68 000 défaillances d'entreprises, un triste record que l'on aurait pu parfaitement éviter. Et pourtant, le budget que nous examinons aujourd'hui persiste dans la même logique, la logique du profit quoi qu'il en coûte, qui privilégie toujours la rentabilité du court terme au détriment des investissements de long terme. On nous dit que la dette est une promesse. Très bien, mais qu'en est-il des autres promesses faites depuis 2017 ? Celles faites aux Gilets jaunes, alors que plus de 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté ? Celles faites pendant la crise sanitaire, quand un Français sur 3 vit dans un désert médical ?
C'est le fait en matière de logement, alors que 4 millions de personnes souffrent du mal-logement. Si les promesses n'engagent que ceux qui y croient, alors faut-il en conclure que le paiement de la dette est lui aussi facultatif ? Permettez-moi de poser la question. Le groupe socialiste ne sera jamais du côté de ceux qui se résignent. Oui, nous sommes prêts au compromis, mais jamais au prix d'une politique qui sacrifie l'avenir des Français à la logique froide et amorale de la dette. Mes chers collègues, plus que jamais, des choix s'imposent. Souhaitons-nous continuer dans cette fuite en avant de l'endettement au risque de connaître une crise économique semblable, voire pire que celle de nos aïeux ? Ou sommes-nous enfin prêts à reprendre le contrôle de notre dette et de notre économie ? Les cris d'alerte ne suffisent plus. Contrairement aux avertissements de Joseph Caillaux en son temps, ne détournons pas le regard. Un grand débat sur la dette s'impose dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. L'avenir n'est jamais une fatalité. C'est pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe socialiste sur la mission engagement financier de l'État s'abstiendra et votera favorablement sur les autres missions. Je vous remercie.